Bienvenue pour cette émission de Contrepoint. Je vous propose cette semaine de parler de l'événement dont on parle beaucoup depuis lundi, à savoir le décès du pape François, les funérailles qui ont lieu le samedi, puis après il y aura l'ouverture du conclave. Et cet événement permet de réfléchir à ce qu'est la diplomatie et à ce qu'est l'influence diplomatique. Lors des funérailles du pape François, vous avez près de 130 délégations qui sont présentes, notamment une cinquantaine de chefs d'État, des ambassadeurs, des ministres, des chefs de gouvernement. Et c'est intéressant parce qu'on a des funérailles d'un homme d'église, du pape, donc du pape de l'Église catholique, mais le pape est aussi un chef d'État, puisque c'est le chef d'État de la Cité du Vatican. Et vous avez donc un moment qui sont à la fois des funérailles et en même temps un moment diplomatique. On a également notamment Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky qui sont présents, ainsi que par exemple l'héritier du Maroc, Moulay Hussein, qui sont présents lors de ces funérailles. Et ce qui est intéressant, je trouve, ce sont à la fois la liste des présents, mais également la liste des absents. Et ça nous dit aussi beaucoup de choses sur l'état de la géopolitique actuelle. Je vois notamment deux grands absents, à savoir Vladimir Poutine d'une part et Xi Jinping d'autre part, pour des raisons qui sont différentes. Vladimir Poutine était présent lors des funérailles de Jean-Paul II en 2005. Ça faisait 5 ans qu'il dirigeait la Russie. Les relations étaient plutôt bonnes en 2005. Rappelez-vous, il avait été reçu par George Bush, à l'époque président des États-Unis. Il l'avait reçu dans son ranch. Tout allait pour le mieux entre les États-Unis et la Russie. Certains même d'ailleurs évoquaient le fait que la Russie puisse entrer dans l'OTAN. C'était une idée qui était un petit peu en vogue dans les années 2000-2005. Jacques Chirac avait donné la Légion d'honneur à Vladimir Poutine avec un geste très fort puisqu'il avait décroché sa Légion d'honneur qu'il portait sur sa veste pour la donner à Vladimir Poutine. Donc on avait des relations entre la Russie, l'Europe, les États-Unis qui étaient au beau fixe, ce qui d'ailleurs bat en brèche ceux qui disent qu'il y a par nature une opposition entre la Russie et l'Europe. C'est un discours qu'on entend un petit peu du côté russe en disant que la Russie a été rejetée, qu'il n'y a jamais eu de dialogue avec la Russie. Pas du tout. Si on se replace au début des années 2000, il y avait des relations qui étaient tout à fait bonnes. Par exemple, en 2001, lorsque les États-Unis interviennent en Afghanistan, la Russie a autorisé les États-Unis à installer des bases provisoires de l'OTAN dans les pays qui étaient proches de la Russie, notamment les républiques en stan, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc., ainsi que les avions de l'OTAN pouvaient survoler le territoire russe. Donc on avait des relations qui étaient tout à fait au beau fixe, et c'est dans ce cadre-là que Vladimir Poutine assiste aux obsèques de Jean-Paul II. C'est la première fois qu'un dirigeant russe, un dirigeant de la Russie au sens large, donc y compris pour l'époque soviétique, assistait aux obsèques d'un pape. Lors de la mort de Benoît XVI, lors des obsèques de Benoît XVI en 2023, on a des funérailles qui se font en petit comité. Il n'y a que deux chefs d'État présents, le président italien et le président allemand, puisque Benoît XVI était allemand. Et la Russie envoie le représentant des affaires extérieures pour le patriarche de Moscou, qui est donc le représentant à la fois de l'Église orthodoxe et de la Russie. Et cette fois-ci, en 2025, pour les funérailles de François, la personne qui représente la Russie, c'est la ministre de la Culture. Donc vous voyez qu'on a quand même baissé de plusieurs rangs. Vladimir Poutine n'est pas venu pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que l'Italie a réaffirmé le fait que si Vladimir Poutine venait sur le territoire italien, il serait arrêté par les autorités pour être remis à la Cour pénale internationale. Et comme pour venir au Vatican, il faut passer par l'aéroport italien, eh bien celui-ci n'est pas venu. Donc vous voyez que ces funérailles s'inscrivent aussi dans ce cadre-là par rapport au présent et aux personnes qui ne sont pas présentes. Et puis il y a une deuxième personne qui est absente, et là c'est très intéressant à étudier également, c'est Xi Jinping. Alors il n'y a ni Xi Jinping ni aucun représentant chinois. Il n'y a pas d'ambassadeur. La Chine n'a pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. C'est un des rares États d'ailleurs qui n'a pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège, notamment parce que la Chine met comme condition préalable le fait que le Saint-Siège rompe ses relations diplomatiques avec Taïwan. Vous savez que c'est
un argument qui est régulièrement utilisé par la Chine en disant si vous voulez que nous ayons des relations diplomatiques avec vous, il ne faut pas reconnaître Taïwan comme étant un pays indépendant puisque Xi Jinping veut envahir Taïwan. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, il n'y a pas d'ambassadeur de Taïwan, il y a un représentant de Taïwan, mais il n'y a pas d'ambassadeur. Et comme il y a un ambassadeur de Taïwan auprès du Saint-Siège, eh bien la Chine refuse d'accréditer un ambassadeur, donc il n'y a pas d'ambassadeur présent. Elle aurait pu envoyer l'ambassadeur qui est près de l'Italie, puisqu'il siège à Rome, mais elle ne l'a pas envoyé, et elle n'a envoyé également aucun ministre. Et d'ailleurs, alors que tous les pays d'Asie, quasiment tous, ont fait un message d'hommage après la mort de François, il n'y a aucun message qui est venu de la part de la Chine. Narendra Modi, par exemple, a fait un message tout à fait chaleureux de condoléances à l'égard de François, à l'égard des catholiques, alors même que Modi développe un projet politique qui est un projet nationaliste hindou. Il a fait un message de condoléances tout à fait chaleureux et tout à fait aimable, comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des chefs d'État asiatiques. Rien de tel pour la Chine. Cela n'est pas innocent et dit beaucoup. François a énormément fait pour tenter de se rapprocher de la Chine et pour tendre la main à la Chine. La diplomatie du Saint-Siège a montré beaucoup de gages à l'égard de la Chine. Par exemple, lorsque l'avion François traversait le ciel chinois pour se rendre dans un pays, il envoyait un télégramme au président chinois. Alors c'est une coutume, à chaque fois que l'avion où se trouve le pape traverse un pays, il envoie un télégramme aux dirigeants des pays traversés, qui est généralement un télégramme de courtoisie en disant qu'il prie pour le dirigeant et pour les peuples. Donc par exemple, quand François se rend au Japon, l'avion traverse le ciel chinois et donc il envoie un message à Xi Jinping, message qui n'ont jamais reçu de réponse. François a également conclu un accord avec la Chine pour la nomination des évêques. On ne connaît pas le contenu de cet accord, les termes sont restés secrets, mais on sait qu'un accord a été conclu, accord qui a été renouvelé, et là aussi, ça n'a pas abouti aux fruits espérés. François espérait pouvoir faire un voyage en Chine, ça n'a pas abouti. Il espérait que des relations diplomatiques soient ouvertes avec la Chine, ça n'a pas abouti. Donc ça a été vraiment une politique de la main tendue qui n'a rien donné, qui s'est révélée infructueuse. Et par exemple, lorsque Xi Jinping venait à Rome pour rencontrer les autorités italiennes, le président italien ou bien le chef du gouvernement italien, à plusieurs reprises, la diplomatie vaticane a tenté d'organiser une rencontre entre Xi Jinping et le pape. Xi Jinping a toujours refusé. Et dernièrement, c'était il y a un an et demi, François a fait un voyage en Mongolie, donc le pays le plus proche de la Chine. Il a fait énormément d'ouvertures auprès du gouvernement chinois, notamment en disant que le fait d'être citoyen d'un pays n'était pas incompatible avec le fait d'être catholique, mais là aussi aucune réponse de la Chine. On a d'ailleurs une répression à l'égard des catholiques qui s'est accentuée sous Xi Jinping. Alors pas tellement dans les grandes villes. À Shanghai et à Pékin, le culte catholique est pratiqué à peu près librement. C'est pareil à Hong Kong, qui conserve quand même quelques spécificités. En revanche, dans les villes de l'intérieur de la Chine, la répression s'est accentuée. Alors je n'ose pas parler de petites villes, parce qu'on peut avoir des villes qui font 5 millions, 10 millions d'habitants. Mais par exemple, alors ça va dépendre beaucoup des régions. Hein. C'est un peu comme dans l'Empire romain, vous avez chaque gouverneur qui peut appliquer la politique de manière plus ou moins forte. Mais vous avez des régions où les enfants n'ont pas le droit d'aller dans les églises. Vous avez des régions où il a été interdit de prier en privé, dans les maisons. Alors, ce qui pose un problème, évidemment, parce que ça veut dire qu'on peut contrôler la vie privée des gens. Donc là, vous avez la disparition entre la vie publique et la vie privée. Vous avez des villes où les églises ont été détruites, où les évêques dissidents ont été interdits de sépulture. Donc on a une situation qui est très complexe pour l'Église catholique en Chine, avec une relative liberté dans les grandes villes et une répression assez difficile, assez forte dans les villes secondaires qui ne sont pas les villes de la côte. Et vous voyez, en dépit des efforts qui ont été tentés par François, et il y a eu vraiment de très gros efforts fournis. François a une grande passion pour l'Asie, il voulait vraiment conclure son pontificat par la signature d'un accord avec la Chine. En dépit de ces efforts, cela n'a pas abouti. Alors, ce qui ouvre aussi une réflexion, et je conclurai là-dessus, qui est finalement la place de la diplomatie par rapport à des États qui ne veulent pas dialoguer. La diplomatie, c'est le dialogue.
c'est dialoguer, y compris avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Je dirais même surtout avec des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est dialoguer également avec des régimes qui ne partagent pas les valeurs de démocratie qui sont parfois des régimes autoritaires. Et le diplomate doit parler avec tout le monde. Mais quand vous avez un pays qui refuse le dialogue, un pays qui refuse la négociation, qui refuse les accords, ça devient effectivement extrêmement difficile. Le Vatican n'a quasiment aucun levier de pression sur la Chine. La Chine est ce qu'elle est, c'est un pays évidemment très puissant, deuxième puissance économique au monde, des entreprises très puissantes, un système politique qui est parfaitement rodé. Et on voit que là, la diplomatie se heurte à un mur, se heurte à une incapacité. Alors est-ce qu'il faut continuer la politique de la main tendue? Est-ce qu'il faut rompre et avoir des relations plus frontales? Le débat est ouvert et le débat sera toujours incessant. Je renverrai pour terminer à la politique de Jean-Paul II. Sous Jean XXIII et sous Paul VI, le Vatican avait mené ce qu'on appelait l'Ostpolitik, qui était menée notamment par le secrétaire d'État qui s'appelait Agostino Casaroli. Il s'agissait d'un dialogue avec les pays communistes, d'une ouverture vers les pays communistes. Et puis Jean-Paul II, qui venait de Pologne, savait parfaitement comment fonctionnaient les pays communistes. Il a dit non, mais ça ne fonctionnera pas. Il ne faut pas chercher à dialoguer. Ça ne fonctionnera pas. Donc il a officiellement maintenu l'Ostpolitik, puisque Casaroli est resté en poste, mais derrière, il a mené une politique de vérité pour dénoncer les crimes, les oppressions, les attaques contre la liberté religieuse, contre les libertés en général. Et on sait que Jean-Paul II a eu un rôle essentiel dans l'effondrement du communisme. Et donc la question se posera pour le prochain pape, sur le dossier chinois, est-ce qu'on continue un dialogue, une main tendue qui n'a rien donné, ou est-ce qu'on rentre dans une logique plus frontale? Est-ce qu'on rentre dans une dénonciation plus grande du régime chinois? Le débat est posé et on verra ce que fera le prochain pape. En tout cas, ce sera un dossier important pour le prochain pontificat. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, pour soutenir ces émissions, à vous abonner à la chaîne de Contrepoint et puis également à commenter les émissions. À très bientôt.